dans les médias. C'est qu'on... Ah oui, parce que protectionnisme égale nationalisme, fascisme, nazi, donc ah bah oui. Évidemment. Et ça, c'est parce que de toute façon, si on parle de protectionnisme, c'est une remise en cause immédiate de l'Union européenne. Alors au moins, bon, il y a un truc qui vient de tomber, c'est l'Europe, c'est la paix. Bon, l'Europe, c'est la guerre. Oui, il y en a encore qui le soutiennent. Hein. Oui, mais bon, la dissonance cognitive se fait plus forte. Donc, voilà, mais ça, le mouvement a aussi permis, je pense, d'éclairer beaucoup de gens. Et en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, voilà, la compréhension qu'on doit avoir, c'est dans l'Union européenne, dans les traités tels qu'ils ont été organisés, dans l'euro, dans le libre-échange, effectivement, on ne peut pas mener une autre politique économique. C'est clair. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, et une autre politique économique, c'est quoi? C'est que la politique économique qu'on a depuis 40 ans, qu'on appelle néolibérale, mais j'aime pas ce mot-là, j'aime pas le mot libéral parce qu'on donne le point à l'ennemi pour moi. Le libéral, c'est bien comme mot pour la liberté, moi, enfin, tout le monde est pour la liberté. Donc non, ce sont des politiques inégalitaires. Voilà, ce sont des politiques injustes parce qu'elles sont inégalitaires, profondément. Et ce que les gens veulent, c'est une politique beaucoup plus égalitaire. Il y a plus d'égalité. C'est aussi simple que ça. Les 80-90% des gens veulent ça en réalité, mais pour ça, ah oui, c'est clair, il va falloir s'absoudre d'une manière ou d'une autre de ce carcan européen et surtout des règles de fonctionnement de l'euro et du marché unique qui consacre le libre-échange au sein de la zone européenne. Mais d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas 36 solutions. Ah mais ça après, oui et non. Je veux dire, moi je ne rentre pas dans le débat juridique de l'article 50 du machin, c'est pas du droit le sujet. C'est une question de rapport de force économique, de rapport de force géopolitique. Qu'est-ce qui se passe si demain, disons, pour moi la condition préalable, c'est qu'un gouvernement arrive au pouvoir et un gouvernement qui a dit très clairement, nous on n'appliquera pas ces règles européennes. Nous, on le dit, on est pour une politique économique plus égalitaire, et pour faire ça, on va devoir s'affranchir d'un certain nombre de règles européennes, soit profondément modifier les règles de fonctionnement de l'euro, soit en sortir, et faire du protectionnisme. Voilà. Et le surendettement national peut permettre ce genre de position face à l'Union européenne? L'endettement, on a Là, c'est la difficulté, enfin, l'une des difficultés. La Yougoslavie a commencé à s'écrouler sur un surendettement. C'est l'une des difficultés. Mais alors, juste pour terminer, je veux bien qu'on parle de la dette, mais c'est que, simplement, juste pour terminer, qu'on comprenne bien ma position, c'est que ce qui compte, c'est d'abord un pouvoir qui aura donc une grande assise de légitimité dans la population, qui a compris, ok, en gros, on va devoir faire le bras de fer avec l'Union européenne. Et s'il faut, il faudra sortir. Voilà, parce que si on veut mener une politique économique dans l'intérêt du pays et des gens, on est obligé de passer par là. Et après, on verra bien ce qui se passe. Parce qu'une fois qu'on enclenchera un peu les hostilités, on fera par exemple la politique de la chaise vide, qu'on arrêtera de contribuer au budget européen. Enfin, on peut y aller par palier, hein, quoi. Et puis on verra bien s'il n'y a pas des alliances qui se forment, s'il n'y a pas d'autres pays qui se disent non mais attendez, effectivement, la France, ils ont raison là, mais il va falloir arrêter. On verra bien, alors peut-être ça mènera à une explosion de l'Union européenne, mais l'explosion de l'Union européenne, c'est pas une explosion de l'Europe. Parce que quand bien même les traités de l'Union européenne exploseraient, mais aussitôt, il faudra conclure des traités. On a bien vu ce qui s'est passé avec le Brexit. Ils ne sont pas sortis, puis ils se sont perdus dans la nature, il n'y a pas eu de traité. Ben non, tout de suite, il a fallu renégocier, parce qu'en fait, évidemment, nos économies sont imbriquées et qu'on est obligé de se mettre d'accord. Simplement, ce sera une autre Europe. Alors peut-être beaucoup moins intégrée politiquement, mais si c'est pour, je veux dire, le bonheur de 99% des gens, plutôt que celui des 1% qu'on chouchoute depuis des années, bon, bah, c'est peut-être pas plus mal. Et bon, sur la question de l'endettement, c'est un peu compliqué, parce que faudra faire plein d'explications. Mais en gros, le problème qu'on a actuellement, c'est pas tant la dette. Alors s'il y a un argument que vous pouvez répondre aux gens qui me disent ah mais oui, mais la France a vécu au-dessus de ses moyens, regarde sa dette, on a mal géré, on a machin, regarde la dette des États-Unis, regarde la dette du Japon, regarde la dette de l'Italie, de l'Espagne, même de l'Allemagne. Si j'enlève l'Allemagne, là, tous les autres pays que je vous ai cités, ils ont une dette qui est supérieure à celle de la France. Rapporter leur PIB. Tous. Donc c'est marrant, on est plus mauvais élèves de la classe, non pas du tout. Alors la différence, c'est que le Japon, sa dette est basée sur des emprunts intérieurs. Oui. C'est vraiment la... En fait, c'est là où j'allais venir. Il n'y a pas d'intérêt. Ils n'ont pas d'intérêt. C'est que... Non, c'est pas ils n'ont pas d'intérêt. C'est qu'en fait, elle est détenue par les Japonais. La dette japonaise est détenue par les Japonais. Et c'est ça le point central. C'est que... Mais en gros, c'était pour répondre déjà à nous, on est trop endettés par rapport aux autres. Non, la réponse est non. Les autres pays développés sont tous très endettés.
En fait, ça, c'est historique. C'est depuis la sortie des accords de Bretton Woods en 71. C'est ce qui a permis la libération du crédit massif, privé et public. Bref, donc, toute l'économie occidentale fonctionne sur le crédit. Donc, les niveaux d'endettement public et privé, mais public aussi, sont très élevés. Après, en revanche, ce qui effectivement pose un problème de dépendance vis-à-vis des marchés financiers ou d'indépendance, c'est la question qui détient la dette. Et aujourd'hui, la dette de l'État français est détenue à 50% par des étrangers, et donc par les marchés. Donc ça, effectivement, ça pose un gros problème. Et donc, ce qu'il faudrait, si on avait des gouvernants un peu sérieux, il aurait fallu qu'ils travaillent plutôt à faire en sorte que la dette soit détenue par les résidents français. Parce qu'en gros, si c'est détenu par des résidents français, vous ne pouvez pas faire défaut véritablement, parce que si vous faites défaut, en fait, ça revient à imposer les Français qui détenaient de la dette. Puisque, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que si c'est un Français, il a une double casquette vis-à-vis de l'État. Il est à la fois créancier, parce qu'il a un titre de dette contre l'État, mais il est aussi contribuable, puisqu'il doit de l'impôt. Donc, quand on lui efface la créance qu'il a sur l'État, c'est comme si, en fait, on le venait d'imposer à 100%. En gros, il avait 100 000 € sur son compte, c'était une créance qu'il avait sur l'État, ça disparaît, parce que l'État fait défaut, bon, ça revient, on vient de lui imposer à 100%, c'est 100 000 €. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je dis juste que fondamentalement, c'est une opération qui fait qu'on n'est pas dépendant des économies des étrangères, des pays étrangers, des marchés financiers. Et donc il faudrait s'appliquer effectivement à faire comme le Japon, mais même comme le Royaume-Uni. Au moins le Royaume-Uni, ils ont quand même un taux de détention de leur dette qui est à plus de 70%. C'est mieux que nous à 50%. Même dans le cadre de l'Europe, alors après avec des niveaux différents bien sûr, parce que les niveaux sont différents, mais les pays qui s'en sortent le mieux dans le cadre de l'Union européenne, c'est ceux qui ont maintenu leur monnaie aussi. Oui. Le Danemark, Oui. je crois qu'il y a alors ils sont endettés aussi, ils s'empêchent pas, mais c'est différent. Ils ont maintenu leur monnaie, je crois qu'il y a la Pologne, il y a la Hongrie, le Danemark, et il y avait évidemment les Britanniques, le cheval de Troie américain, qui lui n'avait pas du tout l'intention de céder sa monnaie pour 1 €. Et à partir du moment où vous confiez votre monnaie à un étranger, quelque part, la BCE c'est un étranger, en plus c'est des capitaux privés, enfin c'est privé. La BCE, la BRI, la BCE, c'est détenu. Non, c'est pas privé, la BCE, la Banque Centrale Européenne, non, c'est indépendant. Ça dépend de la BRI, elle appartient. C'est quoi la BRI? La Banque des règlements internationaux à Bâle. Oui, d'accord, mais la BCE, elle appartient pas à des capitalistes. Non, c'est des technocrates qui travaillent là-bas. Vous voulez mettre en place un programme de relance économique qui a fonctionné, je vais être très politiquement incorrect. Il y en a deux pendant l'entre-deux-guerres, c'était l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Je vous invite à voir comment ils ont fait en 5 ans pour relancer l'économie. Notamment le banquier central de Hitler, qui est un génie financier, qui avait pris comme étalon la valeur travail. Ils ont tout relancé, ils ont éliminé la dette, ils ont créé 8 millions d'emplois, ils ont relancé l'industrie, ils ont mis en place un système social, et la classe ouvrière qui s'était effondrée. Oui, sauf que le problème qu'on aurait... En fait, on va pas le dire, on ne peut pas nommer le nom mais il y a un documentaire d'Arte sur ce banquier qui n'est pas soupçonné Arte d'être nazi. Et il y a un documentaire exceptionnel sur ce banquier-là qui a été fait il y a 1 an et demi, qui est remarquable. Mais après, c'est vrai que c'est étonnant. Les conditions sont très différentes aujourd'hui. Honnêtement, pour la France, moi je vais vous dire, j'admets... dans le livre, j'ai fait toute une analyse sur l'euro, vraiment une grosse partie là-dessus, mais à la fin, moi je conclus, je ne sais pas si on peut sortir de l'euro ou pas. J'explique évidemment tous les problèmes que ça pose. L'euro s'effondrera peut-être avant. Mais exactement. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que l'euro a grandement, et l'Union européenne plus largement, ont grandement contribué à la désindustrialisation du pays. Aujourd'hui, du coup, l'euro nous permet quand même d'avoir une monnaie assez forte pour pouvoir importer. Alors, trop fort pour pouvoir exporter, parce que du coup, ça casse la compétitivité de nos entreprises. Mais demain, on sort de l'euro, clairement, on prend une inflation énorme. Et alors, c'est bien pour exporter, mais comme on n'a plus d'industrie, on n'a pas grand-chose à exporter parce qu'on ne produit pas beaucoup pour l'instant. Donc, je veux dire, moi, je ne suis pas économiste. Et je ne suis pas capable de dire exactement qu'est-ce qui se passe si on sort unilatéralement de l'euro demain.
Je vois bien que de toute façon l'euro explosera, si on continue comme ça explosera. Ça c'est sûr parce que cette monnaie ne fonctionne pas. Mais est-ce qu'on peut prendre l'initiative aujourd'hui d'en sortir sans que ça ait finalement des conséquences néfastes? J'en sais rien. Et je ne suis pas suffisamment compétent pour répondre à cette question. Là, pour moi, il n'y a que des économistes qui ont fait des études, des analyses, qui peuvent répondre à cette question. Sapir l'avait fait, par exemple, il y a une dizaine d'années. Lui, il avait fait une analyse pour expliquer voilà ce qui se passerait. Et il était plutôt optimiste à ce moment-là. Mais c'était dit, et je vois bien qu'elle est persuadée de faire le bien. Elle me dit, ben, vous voyez par exemple, François Asselineau, on devrait l'inviter de temps en temps. Alors, les règles de décompte des temps de parole, etc. On devrait l'inviter, mais on ne peut pas se le permettre. Et je vois bien qu'en fait, pour elle, c'est parce que ce gars-là est un uluberlu. Bon, alors, moi, il y a des positions, je ne suis vraiment pas d'accord avec tout ce qu'il raconte. Mais je suis d'accord, le gars, il a une analyse, il a des connaissances, il avance des arguments. Je veux dire, on peut débattre avec Asselineau. Il y a de quoi, oui. Voilà. Il y a de la matière. Évident, donc on peut discuter. Par rapport et donc, à beaucoup de gens du gouvernement. Exactement. Donc pourquoi ce type-là, il n'est pas invité? Bah oui, c'est parce que fondamentalement, la nature de ses critiques et le fond de son discours n'est plus accepté aujourd'hui dans les médias. D'ailleurs, c'est marrant, il a pu être candidat en 2017, mais pas en 2022. Oui. Voilà. Comment il s'appelle? François Asselineau. Mais il fait beaucoup de vues sur YouTube. Oui, il fait beaucoup de vues. Mais en fait, il est dans un microcosme internet. C'est ça. De toute façon, on voit bien qu'il fait des vues, parce que quand il a reçu Raoult, il y a quelques jours, ils se sont tous fait des gorges de jeu sur tous les médias. Donc eux-mêmes le suivent, en fait. Ah oui, non, mais c'est très conscient. Regarde, moi, je reviens, parce que c'est des exemples marrants, c'est pas des... j'ai pas... Enfin, de toute façon, je refusais les interviews. À partir d'octobre 2021, j'ai plus fait aucune interview. Mais il faut dire aussi qu'en vrai, à part quelques invitations que j'ai pu avoir en 2021, après il n'y en a plus. La seule fois où il m'invite, et c'était dimanche en politique. Il m'invite. Et il m'invite quand? Il m'invite dans l'entre-deux tours de la présidentielle en 2022. Pourquoi? Parce qu'évidemment, en recevant à ce moment-là, leur question, seule question que tu m'as posée, c'est alors, vous êtes un traître et vous votez Macron, ou vous êtes un gros facho et vous allez voter Le Pen? Donc alors, les gilets jaunes, c'est quoi? Ils se trahissent ou c'est des fachos? C'était ça le... Comme en 2018-2019. Moi je pense, les gilets jaunes dans la forme gilets jaunes, non. Ça je crois pas. Après, ce que j'ai expliqué dans le livre, à chaque fois j'y fais référence, mais parce que je l'ai écrit avec l'objectif qu'il soit, pertinent pendant au moins 10 ou 15 ans. Alors, en fait, en gros, tant qu'on ne sera pas sorti de l'Union européenne, à mon avis, les analyses du livre seront toujours cohérentes. Et ça a été mon objectif. Et pour l'instant, voilà, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans en tant qu'il est sorti. C'est clair qu'il est toujours d'actualité. Et en gros, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on est dans une dynamique où le déclassement touche une part toujours plus grande de la population. C'est ce qui a fait que les gilets jaunes sont sortis, c'est qu'ils ont été parmi les premiers touchés par ce déclassement-là, et que le déclassement, maintenant, on le voit bien, il a touché d'autres couches de la population. Ce qui fait qu'en fait, on a des endormis, une masse d'endormis, qui pour l'instant est encore dans la consommation, enfin le travail, la consommation, etc. Et puis il y a des résistants, alors qu'ils sont avec plus ou moins de niveau de conscience. Il y a les gilets jaunes, il y a les syndiqués, il y a des corporations, il y a des collectifs de lutte, etc. Et alors avec des niveaux de conscience différents, mais en fait, cette masse de résistants, elle est vouée à s'agrandir. Parce que petit à petit, les endormis qui sont touchés par le déclassement, ils n'ont pas le choix en fait que de sortir de leur zone de confort, parce que tout simplement, une fois que vous avez fait tous les systèmes de débrouille pour essayer de conserver vos intérêts, votre petit confort que vous êtes créé, à un moment donné, ça ne tient plus, vous êtes bien obligé de dire, bon bah non, là c'est le système, maintenant je suis obligé de m'attaquer au système, parce que là, moi, j'y arrive plus. Donc c'est inexorable, quoi. Donc oui, ce mouvement contestataire, il est à mon avis absolument inexorable. Je pense que la question fondamentale, maintenant, elle est... ça, c'était l'analyse de structure. Et donc, dans combien de temps ça va produire une révolution? Ce sera ça, évidemment, le but ultime. Qu'elles vont cracher. On n'en sait rien, mais
mais en tout cas, je suis assez d'accord avec toi pour dire que les Gilets jaunes, c'est le signe annonçateur du retour de la lutte des classes. Voilà, c'est que là, on va revenir au réel. Et le réel, c'est quand même les conditions économiques, les conditions sociales, c'est-à-dire les conditions de travail, le salaire, ce qui détermine les conditions de logement, etc. Enfin, c'est quand même ce qui détermine très largement nos vies. Et après, je pense qu'une question fondamentale qui est rarement abordée, en fait, dans le débat public, ou même dans les conférences, c'est le rapport psychologique à la lutte. Et j'en parle un peu parce que ce sera l'un des objets de mon prochain livre. Et parce que ça a été mon expérience personnelle. J'ai dit tout à l'heure que je me suis retiré parce que j'ai traversé clairement une phase de désespoir, d'usure, de fatigue, etc. Mais je pense qu'en fait, on est beaucoup à être passé par là, en fait. Je pense que c'est le parcours classique en fait d'un militant que d'avoir un énorme espoir au départ quand il commence à se battre, et puis à un moment donné à ressentir le goût de la défaite, et puis à tomber un peu en dépression, quoi, à perdre ses illusions. Et en fait, bon, là j'invente rien, mais évidemment c'est Gramsci, le pessimisme de la lucidité, mais l'optimisme de la volonté. Espérer le meilleur sans perdre la lucidité du pire. Et en fait, bon, je crois qu'il faut, il faut vraiment avoir conscience que c'est normal de partir de l'affect de la colère, de l'indignation, de l'injustice, du sentiment d'injustice. Mais en fait, il faut transformer ça en joie. Il faut transformer ça en enthousiasme. Il faut transformer ça en sérénité. En fait, oui, exactement, en espoir. En fait, il faut déjà renverser le rapport de force, le rapport hiérarchique entre les gens soi-disant d'en haut, les ultra-riches, et les gens soi-disant d'en bas. En fait, non. Je veux dire, d'un point de vue éthique, moral, de sagesse, on doit leur être supérieur. Et on leur est supérieur parce que, honnêtement, ils n'ont rien compris à la vie. Dire, ils sont totalement aliénés en fait à la logique du profit, à l'accumulation des richesses. Bon, je suis désolé, mais si c'est ça votre vie, c'est un peu pathétique, c'est un peu minable en vrai. C'est pas ça qui fait la valeur d'un être humain. C'est pas le nombre de zéros qu'il a sur son compte en banque. Et alors ça paraît toujours un peu, oui, c'est facile, c'est facile, mais en fait c'est essentiellement vrai. En fait, c'est fondamentalement vrai. Et je suis désolé, mais tous les conditionnements sociaux qu'on subit, tous les discours qu'on subit dans les médias, etc., ne nous amènent pas du tout à nous ramener à ces valeurs fondamentales, ces principes fondamentaux. Parce que la valeur d'un être humain, c'est l'altruisme, c'est la coopération, c'est l'empathie, c'est la bienveillance, enfin bref, c'est sa capacité en fait à vivre pour le collectif, pour le collectif. À vivre par le collectif, et voilà, et à essayer de faire en sorte de servir le bien commun. Et du coup, je pense que ce qui est essentiel pour cultiver son espoir et son enthousiasme dans la lutte, qui est essentiel parce que il faut être habité de ça pour séduire. Il faut être séduisant pour les autres. Pour les gens qui ont envie de nous rejoindre, on n'a pas envie de rejoindre un mec qui est gris, qui est frustré, etc. On a bien envie de rejoindre quelqu'un, au contraire, qui est solaire, qui est serein, qui dit regarde, moi je me bats, mais regarde comme je suis heureux de me battre. Et en fait, il faut sourire aux gens importants qui nous méprisent. Vous n'aurez pas notre joie. Parce qu'en fait, eux nous veulent résigner. Eux, c'est ça qu'ils cherchent à avoir. C'est que la colère, ça leur fait un peu peur, et après, il faut nous briser pour nous résigner. Et là, à partir où vous êtes résignés, ça y est, eux, ils ont gagné. Alors que si vous êtes joyeux, ouais, ma situation, c'est de la merde. Et je sais que c'est à cause de toi, mais je souris quand même parce que j'ai l'espoir qu'un jour, ça changera. Et de toute façon, ma situation, en fait, elle me plaît déjà. J'arrive déjà à trouver mes espaces de bonheur, et je les trouve parce que j'ai des proches qui m'aiment et que j'aime, parce que je fais des activités que j'aime, et parce que le simple fait de lutter en soi, dans le processus, pas le résultat que je cherche à atteindre, mais le processus en lui-même, déjà, il me rend heureux. Et voilà, je pense que ça, c'est absolument fondamental de l'avoir, parce que c'est ce qui peut nous préserver de ces moments que tous on peut vivre, de perte d'espoir, de résignation, de tristesse, etc. Et on n'entend peut-être pas assez souvent. Et bon, voilà, après, il faudrait adjoindre aussi un peu une analyse sur la guerre des égos dans les collectifs, etc. Parce que ça peut être très déprimant. Et en fait, je pense qu'il faut... il ne faut pas aller en politique pour soigner ses failles narcissiques. Essayer d'être heureux avant, dans les conditions qui sont les vôtres, sociales, etc., mais essayer de maximiser les potentiels de votre bonheur. Et puis ensuite, quand vous êtes à peu près bien dans vos baskets, vous pouvez aller dans la lutte. Et parce que sinon, vous allez ramener vos problèmes personnels. Et c'est pour ça que je me suis retiré, moi. C'est à un moment donné... C'est justement ça qui a cassé le mouvement aussi. Exactement. C'est-à-dire que les médias ayant pris aussi certains en exemple, en leader de ce mouvement,
il y a des gens qui ont eu un ego surdimensionné, qui ont cru qu'ils allaient pouvoir en fait à leur niveau imposer en fait leur vision aux autres, hein, avec un ego surdimensionné, parce que et c'est pour ça que ça a divisé le mouvement aussi. Oui, mais et ça c'était fait exprès aussi. Il fallait mettre en avant des gens pour en fait faire marcher les gens à leur instinct, quoi. Un peu comme l'expérience de Milgram, quoi. Les faire marcher vraiment à leur instinct et leur faire dire mais lui il se prend pour qui celui-là, pourquoi, machin et tout. Alors que peut-être qu'il avait des choses intéressantes à dire, mais vu avec un filtre justement d'un autre ego à côté, le problème c'est que ça a divisé, parce que quand on regarde les premiers, on peut dire des millions de gens étaient dans la rue, parce qu'il y avait Paris, mais il y avait aussi la province, voilà, c'était des millions de gens. Regardez ce qu'il en reste maintenant, et pourtant l'essence elle est à plus de 2 €, enfin elle est à 2 € je crois. Voilà. Alors qu'ils se battaient pour une essence au départ à 1,50 € trop cher. 1,30 €. Non mais dans les grosses manifs, ça revient fort. Dans toutes les têtes de cortège, c'est 2000 gilets jaunes sur la les petites, ils gagnent plus. Même certains, ils ont enlevé leur gilet, mais c'est toujours les gilets jaunes. Hein. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui ont, on va dire, après la présidentielle, c'est vrai, après l'élection de Macron, il y en a qui étaient déçus, quoi. Ils n'ont pas envie de taper. Le jaune est passé au noir. Ouais. Ils ont commencé, il y en a qui, en raison de sécurité, de repérage par la police, ils ont enlevé leur gilet. Ils font des actions normales en civil, entre guillemets. Et on va être obligé d'arrêter, hein, parce que Anne-Marie, elle va faire et je voulais vraiment dire merci à François Boulot d'avoir fait le voyage pour venir. Et puis oui, je pense que l'enthousiasme, c'est vachement utile. Ouais. Parce que moi aussi, j'ai été... Moi j'ai pas fait d'expo pendant... Je pensais pas faire d'expo des photos. Vous voyez ? C'est marrant, hein. J'ai passé 1 an, j'ai fait des milliers, j'ai fini par prendre des... J'en ai pris plein la gueule aussi, hein, parce que faut aller dedans, hein, pour faire des photos. Moi j'en ai fait des milliers, comme les autres. Et c'est vrai que, paradoxalement, en fait, j'étais un peu miné. Après, moi c'est le Covid. Le Covid, être enfermé chez moi pendant 1 an, ça m'a complètement flingué. Et du coup, en fait, je pensais jamais faire une exposition de gilets jaunes, vous voyez. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé au Mexique là? Ah bah tellement, ils en pensent... Alors, c'est très varié, évidemment, hein, c'est des expositions libres, tout le monde passe devant, mais globalement, eux, ils sont très très curieux, parce que la France, c'est pas un pays comme les autres, attention. La constitution mexicaine est basée sur la première constitution française. La République mexicaine est vraiment fondée en fait sur la pensée des Lumières. La Révolution mexicaine est directement influencée par la Révolution française, etc. Même Pancho Villa avait fait venir une guillotine pour la tester, vous voyez. C'était en 1910, 1912, pour voir comment, parce que c'était la référence, c'est avant la Révolution russe. Donc évidemment que le peuple mexicain est très intéressé par ce qui se passe chez nous. Les gilets jaunes, ça a été un grand sujet de curiosité. Mais bon, après, c'est un sujet qui est trop vaste. Mais tout ça pour dire, il m'a fallu, vous voyez, 4 ans pour me faire à l'idée de faire une exposition de gilets jaunes dans mon propre pays. Parce que j'avais aussi, vous savez, se prendre des coups aussi gratuitement ou des crachats par des gens, vous voyez, qui sont, ah bah oui, mais c'est de la merde, c'était des bons, qu'est-ce que tu veux faire avec le pavé là derrière, t'incites à la violence, vous voyez, il y a plein de possibilités. C'est la peur qui les fait parler, en fait. C'est vraiment la peur, bien sûr, la peur de perdre leur privilège, la peur d'être déstabilisés, en fait, et de se retrouver dans une zone d'inconfort, sortis de leur zone de confort, c'est ça qui leur fait très peur. Mais du coup, en fait, voilà, moi, globalement, de cette expo, en fait, on termine avec François Boulot, et globalement, maintenant, je suis suffisamment enthousiaste pour contacter des municipalités partout en France. Et je contacterai n'importe quelle municipalité. Je me contrefous de ce que pensent les gens. Si c'est RN, si c'est... bon, Macron, ça m'étonnerait. Quoique, il y a peut-être des gens qui ne savent pas trop, mais que ce soit Mélenchon ou Le Pen, j'irai partout. Parce que je considère que les premiers gilets jaunes, on ne demandait pas, voilà, sa carte du parti à personne. Donc moi, je veux rester sur cette idée-là. Donc l'enthousiasme aujourd'hui, oui, est un peu revenu. Je trouve qu'effectivement,
il y a eu une prise de conscience, ouais. Moi, je suis assez d'accord avec ça, ouais. Mais c'est vrai qu'en France, depuis 20 ans, c'est vraiment... c'est en dents de scie, terrible, quoi. Donc voilà. Moi, je pense que la majorité des gens qui étaient gilets jaunes au tout début, c'était justement la partie des gens qui ne votaient plus. Ouais, c'était des gens, à mon avis, je pense, qui avaient déjà compris, pour une grande majorité, ils avaient déjà compris que ça servait strictement à rien de donner sa voix à l'un ou à l'autre. Et je pense qu'ils représentaient véritablement la partie invisible des élections. Il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout, mais il y avait des gens qui avaient voté Mélenchon, il y avait des gens qui avaient voté Le Pen. Il y avait même alors, un petit peu qui a voté Macron, ça évidemment c'était pas la majorité, mais il y en avait de temps en temps. Et il y en a encore qui il y avait des ont voulu abstentionnistes. lui donner sa chance et puis on est en train de se rendre compte qu'on se fait avoir. 6 ans, c'est bien, ça progresse. Mais voilà, il y en a encore dans les populations de province qui croient encore à ce... Alors voilà, pour conclure, dernière chose, il y a un film en 1960 qui sort, qui s'appelle Spartacus, de Stanley Kubrick. Peut-être les anciens l'ont vu, je sais pas. Oui. La fin du film, les Romains demandent qui est Spartacus, et tout le monde se lève un par un en disant je suis Spartacus, je suis Spartacus, je suis Spartacus. Moi je pense que les Gilets jaunes c'était un peu ça aussi, quoi. Enfin moi je le voyais comme ça. C'est pour ça que j'aime pas tellement en fait... moi, je ne récupère pas, je ne veux pas récupérer l'image des Gilets jaunes. Mais je veux que ça reflète, on va dire comme un travail d'historien, d'archiviste. Qu'est-ce que ça a été donné à voir, qu'est-ce que c'était de l'intérieur. Et après, on est tous, moi je considère qu'on est tous potentiellement Gilets jaunes. De toute façon, comme la crise va s'aggraver, au final, je pense que avec le temps, de toute façon, on deviendra tous gilets jaunes. Même les foulards rouges. Hein. Ah oui, oui, Même tous. les foulards tous. rouges, un jour, ils vont devenir gilets jaunes. Mais... Obligés. Et les derniers, qui ne sont pas partis en jet. Oui, il en reste quelques-uns bâtis en Bretagne. Merci. Merci.